tout cas pour parler de... Allô? C'est l'occasion idéale en tout cas pour parler des dynamiques d'équipe à distance. Alors, nous allons recevoir Catherine Barriot. Catherine, bonjour. 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 Coach en management et leadership qui a comme credo travailler dans le plaisir. Donc, tu nous expliqueras un peu tout ça. Mais auparavant, permettez-moi de vous présenter donc Charleroi Entreprendre en quelques mots. Alors, Charleroi Entreprendre est votre partenaire entrepreneurial pour Charleroi Métropole. Nous sommes un peu le 1890 local et nous vous aidons à réaliser votre projet entrepreneurial lors de différentes phases, que vous soyez étudiant, entrepreneur aguerri ou entrepreneur en devenir. Nous travaillons avec différents partenaires au niveau local, régional ou autre. Nous vous proposons toute une série d'accompagnements. Et nous agissons sur 4 pôles qui sont se lancer, se développer, se financer et s'implanter. La thématique est, on est complètement dedans. Le coworking peut être une des manières, en tout cas, de gérer ces équipes à distance et de permettre à toute personne qui en a un peu marre de travailler de chez elle, de venir travailler au coworking pour parler à d'autres personnes qu'à la machine à café, par exemple. Alors, Catherine, c'est à toi. Alors, nous allons commencer par te présenter. C'est moi qui me présente. En quelques mots. Alors, si tu veux bien, je vais directement le faire en partageant ma présentation parce que j'ai combiné le démarrage du sujet avec qui j'étais. Donc, je vais le faire tout de suite. En le mettant en grand, ce sera mieux. C'est bon pour toi, Frédéric? C'est parfait. À toi, les commandes. Merci. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, 3 clés pour construire une dynamique d'équipe à distance. Avant de me présenter, je voulais aller directement dans le vif du sujet parce que ma présentation va en découler. Ce que moi, je crois, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de grand projet sans grande équipe. Alors, on est parfois une équipe d'une personne et donc on est le moteur de son propre projet. Mais quand on est à plusieurs, pour pouvoir porter un projet, je pense que l'équipe, c'est quelque chose d'indispensable. Et pourtant, moi, j'accompagne pas mal de managers, de responsables d'équipe. Et ce que j'entends, c'est quand même souvent, ils ne sont pas assez motivés, ils ne sont pas compétents, ils sont fatigués. Ça, c'est la maladie pour l'instant beaucoup. C'est lourd, je n'arrive pas à les faire changer, je suis débordée. Enfin, vous lisez toutes ces phrases que je vois pas mal d'insatisfaction par rapport aux équipes avec un sentiment comme ça de ne pas pouvoir y faire quelque chose et de... Voilà, c'est quelque chose de lourd, quoi, comme si c'était quelque chose à côté de son métier d'entrepreneur, de manager, alors qu'en fait, je pense que ça fait partie quand même du cœur de métier des responsables, parce que construire une équipe, on pourrait dire une équipe de rêve, ça ne se fait pas tout seul, en fait. Spontanément, quand on met des gens ensemble, l'équipe ne va pas se créer automatiquement. Et donc, ça veut dire que pour créer une équipe, il faut un leader, il faut quelqu'un qui va en tout cas être à la manœuvre et orchestrer un petit peu les choses, construire l'équipe. J'aime beaucoup parler de construction, vous verrez pourquoi après. Et ce que j'appelle une équipe de rêve, je reviens à un slide avant, c'est une équipe, j'imagine en tout cas, je ne sais pas si pour vous c'est ça aussi, mais une équipe qui est autonome, une équipe qui est performante, qui est positive, quoi. En fait, une équipe où il y a une cohésion, où on atteint des objectifs et où il y a de la motivation, quoi. Donc, le but du webinaire ici, c'est voilà, comment est-ce qu'on va construire ou maintenir cette équipe de rêve-là, mais à distance. Et donc, qu'est-ce qui va faire que la distance va éventuellement détricoter l'équipe et comment est-ce qu'on peut l'entretenir, la nourrir ou bien la reconstruire, quoi. Ça, c'est vraiment le but. Avant de me présenter moi, j'avais aussi envie de savoir qui vous étiez vous, parce que j'aime pas parler dans le vide, j'aime bien être connectée avec les gens avec qui je suis et à qui je m'adresse. Et donc pour ça, j'ai envie de vous demander de vous connecter sur Booklab. J'espère que vous connaissez un petit peu cet outil, sinon c'est très facile, vous pouvez le faire avec votre téléphone. Et donc vous tapez ce qui est écrit là ou bien vous scannez le QR code.
Et quand vous allez taper wooclap.com, il y a le petit code CECB, comme Charleroi Entreprendre Catherine Barriot, CECB. Et vous verrez qu'il sera indiqué qu'il n'y a pas encore de questions et qu'il faut patienter parce que je vais vous lancer une question. Donc, je vous laisse vous connecter pendant que je lance ma question. Et dites-moi dans la discussion si vous avez un souci de connexion. Je n'en vois pas. J'imagine que pour l'instant, ça va. Non, je vois que vous n'êtes pas encore connecté. Ah, voilà, je vois des personnes qui arrivent. Donc, il ne faut pas créer de compte, etc. Si vous vous posiez la question, c'est juste wooclap.com et dans le bandeau bleu, tapez CECB. Alors, est-ce que je peux avoir le lien? Oui, le lien. Je vais te remontrer l'écran. Encore plus simple. Encore plus simple. Et ça vaut la peine de se connecter parce que je vais interagir plusieurs fois avec vous pour savoir aussi comment vous réagissez à ce que je raconte. Dans le pire des cas, si l'un ou l'une d'entre vous n'arrivait pas à se connecter, vous pourrez aussi écrire dans la discussion vos réponses si vraiment vous n'arriviez pas à vous connecter. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, pour faire connaissance, j'avais envie de faire connaissance avec vos qualités. Et donc, ma première question, eh bien, ce serait partagez-nous une de vos qualités. On va faire un nuage de mots. Et ce nuage de mots représentera les qualités, ce qui nous permettra de voir qui vous êtes. Je vais partager, je suis en train de faire plusieurs trucs en même temps. Je n'y arrive pas, moi, en fait. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne sais pas faire plusieurs choses en même temps. Il paraît que c'est normal, même quand on est une femme. Donc, voilà. Donc, la question, c'est, voilà, partagez-nous une de vos qualités et ce qui fera peut-être aussi votre couleur de management, qui sait. Je vais mettre aussi une de mes qualités. Comme ça, je joue aussi. Et si plusieurs qualités apparaissent, bien, on les verra plusieurs fois. Alors, pour Dany et Lucie qui n'ont pas réussi à se connecter apparemment, je vais le noter pour vous. Comme ça, vous serez aussi dans le nuage. Pragmatique, écoute. Voilà, comme ça, vous êtes inclus et incluses. On a de l'écoute, on a la créativité, de l'entraide, de l'ouverture, du pragmatisme, de l'optimisme et du positivisme. Je ne sais pas si ça se dit. Intégrité, voilà, super. Ça me permet déjà un petit peu de sentir avec qui je suis en train de parler, d'échanger. Alors, la question suivante concerne, je vous laisse peut-être terminer si vous n'aviez pas encore pu le faire. Voilà, encore il y a pas mal d'écoute, on dirait. Voilà, j'espère que tout le monde a pu participer. La question suivante, elle concerne votre expérience en gestion d'équipe. Est-ce que vous êtes des personnes plutôt déjà avec une grande expérience et donc à l'époque contemporaine ou bien carrément au paléolithique de la gestion d'équipe, c'est-à-dire vous venez de construire votre première équipe et vous êtes en train d'apprendre complètement le métier, ou entre les deux, voilà, en toute subjectivité, comment est-ce que vous estimez votre expérience en matière de gestion d'équipe? Et donc là, il faut choisir un point sur l'image. Voilà, quelqu'un l'a fait. Et pour Laurent, Antiquité, je pourrais répondre pour toi, mais je ne pourrais pas répondre pour une deuxième fois parce que je crois qu'ici, je ne peux répondre qu'une seule fois. Mais je vais mettre Antiquité. Voilà. Voilà, pour l'instant, on va du paléolithique au temps moderne. Voilà, toujours intéressant aussi en formation, parfois compliqué en formation. Ce n'est pas vraiment une formation aujourd'hui, mais
parfois compliqué en formation de faire le grand écart entre les experts plus et les nouveaux, mais en même temps, c'est aussi ça qui est intéressant parce que les nouveaux posent des questions de nouveau et les plus expérimentés peuvent partager leur expérience. Donc, voilà, j'espère qu'on aura un tout petit peu de temps pour les questions-réponses et que vous pourrez aussi peut-être partager des choses et des avis et des questions sur ce que j'aurais raconté. Alors, ça, ce sera pour tout à l'heure. Je reviendrai avec mon petit booklap. Dany qui nous dit « Gestion moderne avec 20 ans d'expérience ». Donc ça, c'est carrément l'époque contemporaine. Et même quand on est à l'époque contemporaine, on a quand même toujours des questions. En tout cas, moi, comme je suis passionnée par le sujet des questions, je continue à m'en poser. Alors, je repartage ma présentation. Merci déjà pour votre participation à ces questions sur le booklap. Qui je suis moi, la voilà, hein, Frédéric, pour répondre à ta question. Je l'ai fait en images. À la base, je suis ingénieure architecte et on me voit là sur un chantier. Je ne sais pas si ça se voit que ce n'était pas tout à fait ma vocation. J'étais dans une gaine technique là, il y a très très longtemps. Et entre cette image-là et l'image où j'ai l'air préoccupée, mais en fait c'est juste parce que je suis très intéressée parce que je raconte avec mon flipchart, là, entre cette image de architecte sur chantier et formatrice, j'ai fait voilà, une quinzaine d'années de management. Et tu vois, j'ai moins d'expérience que toi, Dany, en tout cas que les mains dans le cambouis. Et puis maintenant, ça fait une dizaine d'années que je conseille, que je forme et que je coach à la gestion d'équipe. Alors, ce que je pourrais dire de moi aussi, c'est que j'aime bien travailler toute seule et être indépendante, mais j'aime aussi faire partie d'une équipe. Et donc là, c'est une des équipes avec lesquelles je travaille beaucoup, qui est le CFIP. Et puis, la petite photo là où je souris derrière mon Zoom, c'est la première fois que j'ai donné une formation à Zoom et que j'ai apprécié. Parce que pourtant, moi qui aime le changement, au début, j'étais résistante. Et en fait, là, je me suis dit, oh, mais finalement, c'est chouette. Et effectivement, Frédéric, tu l'as dit, manager avec plaisir. Le plaisir, pour moi, c'est important dans le travail. Et je pense que c'est une ressource du manager aussi, s'il prend plaisir dans ce qu'il fait. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur d'accompagner les managers pour qu'ils le fassent avec plaisir. Et puis, je suis aussi mère et épouse, je fais du piano, je fais plein d'autres choses. Ce qui fait que moi aussi, comme vous, j'imagine, j'ai un temps à gérer et qui n'est pas toujours facile, mais que j'aime beaucoup aussi. C'est aussi quelque chose qui me passionne, la gestion du temps. Alors, votre feedback est important. J'espère aussi que j'aurai l'occasion de vous demander tout à l'heure un petit feedback sur ce webinaire parce que, comme vous, les managers, les responsables d'équipe, le feedback, c'est important pour moi, pour progresser, pour répondre encore mieux aux attentes. Et donc, on prend un petit temps très, très court, mais que vous puissiez aussi me donner votre feedback, ce sera important pour la suite. Alors, venons-en au vif du sujet, comment construire l'équipe de rêve. Et on va commencer par repenser d'abord l'équipe de rêve à distance ou pas, pour commencer. En fait, pour un peu se poser la question finalement de quels sont les ingrédients ou en tout cas les étapes pour construire une équipe qui fonctionne. Et donc, ça veut dire une équipe qui est autonome, compétente, positive, performante. Et en fait, c'est comme un escalier. Ça veut dire qu'il y a des étapes, ça se fait par paliers. Et ces paliers-là, on va les parcourir plusieurs fois. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, c'est jamais acquis. Parfois, on redescend plusieurs marches, on doit remonter. Alors, je vais parcourir un petit peu ces 4 étapes. La première, c'est la collection d'individus. Je ne sais pas si vous avez fait depuis longtemps une visite touristique avec un guide, avec un petit parapluie. Mais la première étape d'une équipe, en règle générale, c'est vous retrouvez dans la peau du guide avec son parapluie. C'est-à-dire que le manager, il va être au centre et il va avoir autour de lui, comme des satellites, tous des gens individuellement, et tout va rayonner autour de lui. En fait. Le manager va vraiment avoir une position centrale. Tout le monde va dépendre de ce manager, c'est-à-dire quels sont mes objectifs, c'est quoi bien faire mon travail, éventuellement j'ai une tension avec mon collègue, je me sens démotivée, ou je veux partir plus tôt aujourd'hui. Voilà, tout va dépendre du manager, tout est centralisé autour de lui. Donc, les caractéristiques de cette première étape, c'est responsable au centre et performance individuelle, c'est-à-dire que tout le monde va faire sa tâche individuellement, ou en tout cas va moins ressentir
l'œuvre collective, on va dire, chacun fait son boulot, quoi. Alors, il y a des équipes qui restent comme ça très longtemps, voire ad vitam aeternam, et qui en sont satisfaits. Maintenant, ici, et c'est très bien, ici, si on veut construire une cohésion d'équipe, une dynamique d'équipe, il va falloir passer une étape suivante parce que quand le manager est au centre, il n'y a pas d'interaction entre les gens, donc il n'y a pas d'équipe. Si vous suivez un guide avec son parapluie, vous allez avoir plutôt peu d'interaction, vous n'allez pas avoir le sentiment de faire partie d'une équipe. Donc la deuxième étape, c'est la confrontation. Si en fait, cette première étape avec le parapluie, je devais comparer ça à un bébé, hein, je ne sais pas si la comparaison est heureuse, mais en tout cas, un bébé avec le parent manager. Ici, on est au stade de l'adolescence, c'est-à-dire qu'on va commencer à confronter un petit peu le cadre et à remettre en question les choses. Pourquoi? Pour que les gens puissent s'approprier en fait votre cadre, pour qu'ils puissent s'approprier votre projet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette étape-ci? On va avoir un responsable qui va faciliter plutôt les échanges entre les membres de l'équipe pour que les gens puissent exprimer leurs attentes. C'est quoi pour moi un client content? C'est quoi pour moi bien faire son travail? C'est quoi pour moi bien s'organiser en équipe? C'est quoi être heureux au travail peut-être, ou être motivé en tout cas, être bien. Donc on va en fait pousser un peu le cadre initial pour rechercher un cadre commun pour que l'équipe puisse se l'approprier. L'étape suivante, du coup, c'est, voilà, on a exprimé nos attentes, on a poussé un petit peu ce cadre et on l'a façonné à la manière de l'équipe. Et donc, le cadre qui est clair, qui est compris, qui est accepté, c'est devenu le cadre de l'équipe cette fois-ci. Ce n'est plus que le cadre du manager. Ça ne veut pas dire co-construction, intelligence collective à 100%, tout le monde décide tous ensemble. Non, pas forcément. Le manager peut rester la personne qui décide de ce cadre, mais ça veut dire que chacun a pu s'exprimer dans ce cadre, se le réapproprier, l'intégrer, voilà, le refaçonner, pousser un petit peu les murs. Une autre caractéristique de cette étape-ci aussi, c'est que la performance reste individuelle, mais qu'elle va aussi être ressentie et vécue comme collective. Donc, on va comprendre dans quel maillon, enfin, de quelle chaîne on fait partie, de quel ensemble on fait partie. Et on va mieux sentir le travail de l'équipe. Et la confiance, du fait qu'on a pu se parler, qu'on s'est écouté, etc. On s'est organisé aussi en équipe. La confiance, elle s'installe entre les membres de l'équipe. Alors, on pourrait se dire, voilà, c'est bon, là, on a une bonne équipe avec un bon cadre, la performance y est, la confiance y est. On pourrait s'arrêter là. Eh bien, c'est presque l'équipe de rêve, mais il y a encore un step au-dessus. C'est l'équipe autonome, performante et positive. Et en fait, la différence entre celles-là, c'est le manager. C'est-à-dire que ici, sur la photo, on pourrait dire, tiens, le manager, est-ce que c'est celui avec son pull orange là et ses lunettes? Ou bien est-ce que c'est la femme avec son pull mauve là? Est-ce que c'est un de ces deux-là? Eh bien non, en fait, le manager, c'est celui qui est derrière. C'est celui qui est avec son téléphone. Alors, je ne sais pas s'il est en train de glander sur les réseaux sociaux ou de faire un jeu. En tout cas, ce qui lui permet de ne pas être au centre, comme avec son parapluie, c'est que son équipe, elle est devenue autonome dans la performance collective, c'est-à-dire qu'ils savent travailler ensemble sans que le manager doive être tout le temps présent, et aussi dans leurs relations. Ça veut dire que s'il y a une tension, on en parle en équipe. S'il y a quelqu'un qui est malade, on peut s'organiser en équipe. Ça ne veut pas dire que le manager est complètement absent. Il doit bien sûr être présent, ça reste un projet dans lequel lui, il est partie prenante, évidemment, et acteur central. La différence, c'est que lui, le manager ici ou elle, peut être tourné beaucoup plus vers le futur et vers l'extérieur. Et c'est ça la valeur ajoutée, c'est que dans le premier stade, les gens sont tellement dépendants du manager que le manager a beaucoup plus le nez dans le guidon et doit s'occuper de piloter au quotidien. Dans ce stade ici, le manager, il peut développer des nouveaux projets, aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux partenariats ou que sais-je. Il peut être tourné, encore une fois, vers le futur et vers l'extérieur parce que son équipe est moins dépendante de lui. Donc, les 4 étapes, collection d'individus, chacun fait son travail, le manager au milieu, confrontation, on se parle, on essaie
voilà, de comprendre comment les gens fonctionnent et ce dont ils ont besoin pour fonctionner, comment ils voient, quelle est leur vision du travail. Et puis, on intègre ça. Et puis, voilà, le manager se décentre pour que l'équipe soit vraiment complètement autonome. Autonome ne veut pas dire indépendant, encore une fois. Autonome, c'est je peux fonctionner, mais dans un cadre. Indépendant, c'est chacun fait ce qu'il veut, quoi. Le cas du télétravail, et ce que moi j'ai vu beaucoup pendant les confinements, en tout cas, c'est que certaines équipes qui étaient déjà avancées dans cette équipe de rêve repartaient en arrière, revenaient une collection d'individus. C'est-à-dire que toutes les interactions repassaient par le manager et que les gens ne ressentaient plus l'œuvre collective. En fait, chacun travaillait de son côté et perdait finalement ce sentiment d'équipe et redevenait dépendant du responsable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce que j'ai écrit là, c'est que la distance, elle amplifie des difficultés préexistantes. C'est-à-dire que, imaginons quelqu'un dans l'équipe manque d'autonomie. En présentiel, en fait, vous allez ajuster ça très facilement parce que la personne, elle est à côté de vous et donc vous allez pallier les manques comme ça, automatiquement, presque sans vous en rendre compte. En fait, peut-être ça va vous-même vous prendre de l'énergie sans que vous ayez du temps, sans en prendre conscience. À distance, par contre, la personne qui manque d'autonomie, elle va être soit coincée dans sa tâche et donc va être moins performante, soit va plus souvent vous solliciter de manière formelle, il faut prendre un rendez-vous, il faut se téléphoner, donc vous allez être plus conscient que ça pompe de l'énergie, quoi. Un problème d'organisation dans l'équipe, un manque de vision et d'objectifs, un manque de motivation, voilà, tout ça, si en présentiel, c'est un peu présent, mais le risque à distance, encore une fois, c'est que ça grossisse et que ça amplifie, que ça accentue en fait l'écart entre une situation idéale et la situation actuelle. Alors, avant de continuer, j'ai envie de vous demander de retourner vers le WooClap. Je vais vous remettre le lien pour que vous puissiez déjà un peu vous approprier ce que je suis en train de raconter et que vous puissiez vous demander, mais finalement, dans mon équipe, moi, aujourd'hui, là, comme ça, à quel stade est-ce que je suis? Peut-être je dois vous remettre le lien. Je repars en arrière, du coup. Donc, voilà le lien wooclap.com CECB. Et ma question, je vais faire un petit détour pour aller plus vite. Hop. Voilà. Si vous deviez penser à quel stade en est votre équipe maintenant, où en êtes-vous? Est-ce que vous êtes... Et posez-moi, dites-moi si vous avez une question, vous avez un doute sur l'un de ces stades. Collection d'individus, vous êtes au centre, chacun fait son travail de son côté. Confrontation, les gens essaient de s'organiser ensemble. Intégration, ça fonctionne, mais vous êtes encore fort présent dans l'équipe. Et autonome, performante, positive, ça roule et vous pouvez développer des nouveaux projets, des nouveaux partenariats, chercher des nouveaux clients éventuellement. Et tout ça est dynamique, bien sûr. Vous pouvez, il y a 6 mois, être au stade 4 et puis revenir à la collection d'individus parce que télétravail, parce que nouveaux projets, parce que nouvelles personnes dans l'équipe, etc. Alors, dans la discussion, je vois confrontation et étape. On a une étape 4. Je ne suis pas sûre que je vais savoir mettre les deux. Voilà. On a quand même des personnes aussi à l'étape 4. Je ne sais pas s'il y a un lien de corrélation entre le fait que Denis avait 20 ans d'expérience et que son équipe était au stade 4. En tout cas, il n'y a évidemment pas du tout de jugement sur le stade où vous en êtes. Hein. Ce n'est pas une évaluation personnelle, c'est voilà, l'équipe avec ce que vous avez là, avec la vie de votre projet et le contexte dans lequel vous êtes, quoi. Alors, j'arrête mon partage pour repasser à la présentation. Donc, si maintenant vous deviez vous dire qu'est-ce que moi je dois faire pour repasser à l'étape suivante,
Et pour rappel, hein, donc pour passer de collection d'individus à confrontation, l'idée c'est de faire parler les gens sur leur vision du travail et d'installer la confiance. Pour passer à l'étape d'intégration, c'est se mettre bien d'accord sur ce cadre qui est réapproprié par l'équipe et montrer la performance collective. C'est vraiment passer de l'individuel au collectif. Et pour aller au stade 4, c'est l'autonomie, à la fois dans la performance, mais aussi dans les relations. Et en fait, avant, je m'arrêtais là. Mais au fur et à mesure de mes accompagnements, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. En fait, j'étais partie du présupposé que le premier stade, c'est une collection d'individus, que c'était acquis. Mais bien souvent, le problème commence là. C'est-à-dire que les performances individuelles ne sont pas là. Et donc, si une personne dans votre équipe ou plusieurs personnes, en fait, ne font pas le boulot, ne sont pas à la hauteur de vos attentes, ça crée une insécurité pour la personne. Et quand on est en insécurité, c'est impossible de s'investir dans un collectif. Et donc, la première étape, si vous voulez construire une dynamique collective, c'est déjà de se dire, mais est-ce que chacun dans son job, est-ce que c'est bon, quoi? Est-ce qu'on est aligné sur les attentes? C'est quoi bien faire son travail? Est-ce que la personne, finalement, dans son travail, elle est, voilà, comme je le disais, à la hauteur de vos attentes? Et est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Et est-ce qu'elle est motivée dans ce travail-là? Donc, il y a déjà un travail individuel à faire avant de se dire qu'on va aller vers le collectif. Alors, j'en reviens à la distance. Ce que moi, je vois sur le terrain, c'est 3 erreurs types. Alors, vous me direz si vous retrouvez dans ces erreurs-là ou pas. La première erreur, c'est le temps. Alors, le temps, c'est quelque chose qui est souvent un frein qui est évoqué au fait de ne pas pouvoir s'occuper de son équipe. Et à un moment donné, c'est aussi un choix, je pense. C'est impossible d'avoir une équipe sans consacrer un peu de temps. Et donc, ne pas consacrer assez de temps, ça veut dire, c'est comme si on se disait, bah, l'équipe, elle va faire ça toute seule, mais ça, c'est pas possible. Donc, la première erreur, c'est ne pas consacrer un minimum de temps à son équipe, ou en tout cas pas assez de temps, avec des moments dans la vie de l'équipe où il faudra consacrer plus ou moins de temps. La deuxième erreur à distance, c'est d'individualiser et d'isoler les tâches. Alors, c'est sûr qu'il faut que chacun sache qu'il doit faire son job, mais la difficulté, c'est que si chacun se retrouve isolé, il perd le sens de ce qu'il fait. Finalement, et pourquoi je fais ça? C'est quoi la vision globale? À quoi je contribue? Quel est le lien avec ce que mon collègue fait? Si on perd ça, alors on ne peut plus être en équipe. Et il y a la perte de sens, il y a la perte de motivation, et puis après, il y a la perte de compétences qui arrive aussi. Ça, on a vu vraiment beaucoup dans les premiers moments du confinement. On s'est organisé, mais chacun individuellement et pas suffisamment collectivement. Et la troisième erreur que les managers font souvent aussi, c'est de rester au centre des interactions entre les membres de l'équipe. C'est de continuer à se rendre, d'être trop utile, d'entretenir une forme de dépendance entre son équipe et soi, et du coup, d'empêcher finalement la cohésion d'équipe de s'installer. Du coup, les 3 clés, je dirais, c'est forcément le pendant. Le premier conseil que moi je vous donnerais, c'est de vous fixer 3 temps réguliers dans votre agenda. Et ces 3 temps-là, le premier, c'est tout seul, c'est avec vous-même. Donc ça, je vois que c'est compliqué pour beaucoup de réserver du temps simplement pour repenser son projet, pour se dire c'est quoi ma vision de mon projet, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que je veux avec cette équipe, où est-ce qu'elle en est dans cet escalier, qu'est-ce qui fait défaut, quels sont les dysfonctionnements, voilà, un peu simplement sortir le nez du guidon, simplement entre guillemets, sortir le nez du guidon et avancer, quoi, et se projeter, voilà, comment est-ce que je peux avancer concrètement? Il faut savoir qu'en gestion du temps, en général, on fait d'abord ce qu'on aime faire, ce qu'on sait bien faire et ce qu'on sait exactement comment faire. Et donc, on est tous comme ça, c'est normal, c'est humain. C'est le genre de choses qu'on va un peu procrastiner parce que c'est un peu complexe, quoi. Il faut se dire, bon, voilà, il faut que j'analyse le truc, je ne sais pas exactement comment je vais le faire, il y a toujours plus urgent. Donc, le fait de déjà prendre du temps avec soi, ça peut être une demi-heure, 1 heure par semaine, peu importe le temps, mais le fait de déjà s'arrêter, de se dire où est-ce que j'en suis et où est-ce que je veux aller, c'est déjà très précieux. Puis après, en one-to-one, c'est de prendre du temps aussi avec les membres de son équipe, individuellement. En général, ça, c'est quelque chose que
responsables font assez régulièrement. Et le temps en équipe, c'est aussi forcément faire des réunions d'équipe. Voilà, à quelle fréquence, ça je ne peux pas vous dire parce que ça va dépendre de votre métier, mais voilà, en tout cas de systématiser ça et d'être dans du temps où on est ensemble et où on travaille ensemble. Alors l'objectif de ça, c'est de construire l'escalier. Donc c'est de se dire, voilà, j'ai envie d'avoir une dynamique collective à distance et donc je vais prendre du temps pour moi pour voir comment ça fonctionne. Je prends du temps pour chacun, je prends du temps avec l'équipe et vraiment d'installer des temps réguliers et d'avoir une discipline pour continuer à mettre son énergie là-dedans. Le deuxième conseil, c'est de chercher à développer les compétences et la motivation de chacun des membres de l'équipe. D'abord, au niveau de vos attentes, c'est d'être ambitieux et clair avec vos attentes. Quand les gens me disent « ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas compétents, il est trop lent », et souvent, la première question que je pose, c'est « est-ce que tu le lui as dit ?» Et là, les réponses sont plus hésitantes, quoi. Ça arrive souvent qu'en fait, le manager ne le dit pas ou pas suffisamment clairement. Et donc, quand j'écris ça pour préparer ce webinaire, je me disais « bon, c'est un peu basique ce que je dis », mais en même temps, souvent, c'est cette erreur-là déjà qui est faite, c'est que c'est pas clair en fait. C'est quoi bien faire ton job? Qu'est-ce que moi j'attends de toi? Et est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et donc, voilà, déjà être clair et ambitieux sur les attentes individuelles. Et puis à distance, et encore plus oui à distance sur les attentes individuelles, puisque quand on est dans une relation ou dans un mode de travail où on dépend fort du manager, où on doit montrer ce qu'on fait, à distance, ça peut démotiver aussi parce qu'on a l'impression, il y a beaucoup de managers qui ont cherché à faire des timesheets ou ce genre de choses. Donc, finalement, le collaborateur qui est en train derrière son ordi en train de travailler, dit, OK, est-ce que je conviens au manager, quoi? Et donc, l'idée, c'est plutôt de leur donner les clés pour qu'ils sachent par eux-mêmes, est-ce que je fais du bon travail? Et l'action collective, c'est pareil, c'est de pouvoir leur montrer qu'ils font partie d'un ensemble, les connecter au sens de ce qu'ils font et leur permettre de vivre en fait cette action collective. Et les besoins, c'est d'être à l'écoute des besoins, si possible. Encore une fois, ce n'est pas la lettre à Saint-Nicolas où tout le monde fait ce qu'il veut, mais de pouvoir essayer d'équilibrer l'action collective et les besoins individuels. Par exemple, sur le temps de présence au bureau. Alors, je ne sais pas quelles vont être les mesures sanitaires, mais certains sont malades de ne pas aller au boulot. Et donc, il y a des gens qui ont besoin d'aller une fois par jour, même sur un plateau vide, parce que voilà, ils ont besoin de ça. Il y en a d'autres qui en profitent pour avoir un meilleur équilibre pour aller chercher leurs enfants, que sais-je. Donc, pouvoir être à l'écoute de ces besoins-là. Il y en a qui ont besoin de plus de challenge, il y en a qui ont besoin de moins, voilà, de continuer à être attentif à ces besoins-là. Ça va permettre que chacun soit autonome, compétent et motivé. Bien sûr, il n'y a pas de situation idéale et je n'ai pas de baguette magique, mais l'idée, c'est de viser ça, quoi. Et le troisième conseil, c'est de se décentrer autant que possible, en donnant un maximum d'autonomie aux gens, en réunion d'équipe, en étant peut-être moins présent. Peut-être que des membres de l'équipe peuvent prendre en main certaines parties de la réunion d'équipe, prendre en main des projets, prendre en main un certain rôle dans la réunion, mais de vraiment observer, tiens, est-ce qu'on est au centre? Est-ce que je suis au centre? Est-ce que toutes les interactions passent par moi? Ou bien est-ce que je peux, en réunion, déjà matérialiser ce truc où je suis moins au centre? Et un autre exemple pour se décentrer, c'est de donner, bon, ça dépend combien de personnes vous avez dans votre équipe, mais des missions collectives dans lesquelles vous n'êtes pas, donc que les gens puissent travailler par 2, par 3, par 5, faire des groupes de travail dans lesquels les gens peuvent interagir sans vous. Alors, je ne sais pas si j'ai l'impression de parler d'une petite équipe ou d'une grosse équipe, mais justement, Margot me demandait tout à l'heure avant comment s'était passée ma journée d'hier. Je disais, ouh là là, j'étais dans une organisation où c'était très, très compliqué parce que je devais former des gens comme responsables d'équipe, alors qu'en fait, le comité de direction dysfonctionnait quand même un petit peu. Et donc, en fait, ce genre de choses, on peut le voir même dans un comité de direction, et là, c'était le cas. C'est-à-dire qu'au sein du comité de direction, l'élaboration de la vision, l'élaboration des objectifs, des valeurs, tout devait être validé finalement par le directeur. On sentait un lien très, très hiérarchique entre le directeur et les membres du comité
comité de direction. Et du coup, déjà là, il y a impossibilité de faire une équipe puisque voilà, manager au centre, fonctionnement en étoile, il n'y a pas de cohésion possible à ce moment-là. Donc, l'objectif de ce conseil-ci, c'est de stimuler l'autonomie et les interactions. Cette phrase-là, c'était un de mes premiers managers qui m'avait dit « Mon job en tant que manager, c'était devenir inutile. » J'avais trouvé ça débile à l'époque parce que j'étais jeune. Et maintenant, je me suis rendu compte, voilà, ces derniers temps, encore plus avec le télétravail, que ça avait encore plus de sens de chercher cette inutilité. Alors, pour vous redonner la parole, je vous ai remis une question dans le WooClap. Et après, on pourra passer déjà aux questions-réponses. Et ma question, elle est simple, c'est de ces 3 clés, finalement, laquelle est-ce que vous seriez le plus prêt à appliquer, c'est-à-dire laquelle vous parle le plus, laquelle vous semble la plus pertinente dans votre pratique à vous. Et on a l'air d'avoir un petit peu de tout pour l'instant. En fait, me décentrer, développer les compétences et la motivation, on est très, très fort sur la délégation. Hein. Et c'est vrai qu'à distance, c'est vraiment cette question de jusqu'à quel point je peux déléguer. Et cette création de la confiance, en fait. Je n'ai pas utilisé ce terme, mais l'idée, c'est, quand je dis que j'ai utilisé dans les stades, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de consolider à distance ce que vous pouviez faire de manière spontanée, en fait, naturelle. Ici, on peut forcer le trait sur comment est-ce que je vais créer cette confiance pour que les gens puissent être autonomes, bosser individuellement et collectivement. Peut-être certains ont encore besoin de réfléchir à cette question de quel serait le conseil. Je vous laisse réfléchir, mais je suis en tout cas à mon stade, moi, prête pour les questions. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fonctionne, si on fonctionne. Voilà. Ah, je vois qu'il y a eu des réponses aussi dans la discussion. Conseil 3 pour Laurent, question 3 pour Dany, qui était se décentrer. Pour les questions, je propose qu'on les pose directement dans la discussion. Tu es OK avec ça? Parfait. Question ou réaction, bien sûr, ou partage, si vous avez des exemples de mise en application de ce que je t'ai raconté ou bien d'autres conseils. Voilà, vous pouvez aussi les partager, bien sûr. C'est aussi ça qui est intéressant. Pour lancer la question, c'est de manière pratique, comment on peut mettre en place des petits trucs et astuces pour la cohésion, pour garder la cohésion d'une équipe, pour que les gens se parlent et pas uniquement par mail, pour qu'ils se sentent toujours impliqués aussi dans un projet, de manière pratique. Mais ta question est vaste parce que de manière pratique, ça va... je suis toujours partagée par rapport à ce que moi je peux apporter, parce que voilà, après de ma devancée, j'ajouterai aussi ce côté pratique pour la définition du cadre. Ce qui marchera, en fait, c'est ce qui correspond à votre contexte. Et donc, il n'y a pas un truc universel pour dire la cohésion, ça va marcher comme ça. Il n'y a pas de baguette magique qui va dire concrètement, je vais faire ça. Ce qui est important, je vais reprendre ma présentation là. Non, c'est pas là. Donc, le fait de prendre du temps en équipe, qu'est-ce qui va faire qu'une cohésion d'équipe, ça va avec l'autre, c'est
le fait que les gens puissent travailler ensemble et s'organiser ensemble. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'accompagnais une équipe parce que justement, ils ne faisaient pas équipe. Ils avaient envie de, voilà, de se sentir plus appartenir, ou ils avaient besoin de se sentir appartenir à un groupe. Et en fait, c'était 5 personnes, c'était une toute petite équipe, 5 personnes, mais qui travaillaient chacun sur leurs tâches différentes. Et à un moment donné, je leur ai demandé un truc très bateau, c'est le cas de le dire, qu'on fait en coaching parfois, c'est de dessiner un bateau ensemble. Il y a parfois des exercices plus originaux, mais bref. Et en fait, là, ils m'ont dit, ah ben là, on a l'impression on était une équipe parce en fait, on a dessiné un bateau ensemble. Donc, en fait, pour faire une équipe, il y a le cadre, c'est 3 choses différentes. C'est qu'est-ce qu'on fait ensemble, c'est le contenu. C'est comment est-ce qu'on s'organise ensemble, c'est nos rôles et responsabilités, c'est qui fait quoi. Et puis, c'est le contact humain, le côté un peu sympa des choses. Et donc, peut-être ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Je vois que la personne qui a posé la question, c'était aussi sur le cadre. C'est mettre un cadre commun, c'est est-ce qu'on est d'accord sur nos objectifs, nos priorités et sur qu'est-ce que c'est faire du bon travail ensemble, et chacun séparément. Qui fait quoi? Comment est-ce que ça s'organise? Est-ce qu'on est satisfait de la manière dont on est organisé et de comment est-ce qu'on se passe l'information? Et puis, la cohésion, c'est le côté convivial plutôt. C'est tout ce que vous pouvez mettre d'humain, de sympa. Alors là, il y a plein de techniques pour rendre des réunions sympas. Je ne sais pas si c'est vers ça aussi qui peut vous intéresser. Ça, j'ai une boîte à outils remplie parce que j'aime beaucoup ça, mais c'est comment est-ce que je vais aussi créer une bonne ambiance dans mon équipe. C'est comment est-ce que je vais construire quelque chose, voilà, apporter des éléments aussi sympas de convivialité. Je ne sais pas si ça répond suffisamment à ta question, Fred. Moi, j'aurais voulu des exemples de choses que tu avais rencontrées, qui ont été mises en place pour créer cette cohésion. Je vais donner l'exemple de chez Charleroi. Oui, par exemple, un comité de direction que j'ai accompagné parce que c'était 5 personnes qui venaient d'univers complètement différents. Et donc là, il y a, en fait, en parallèle, c'était d'abord redéfinir l'intention stratégique, on pourrait dire, c'est-à-dire quelle est notre vision du travail, quelles sont nos missions, visions, valeurs, objectifs. Alors parfois, ça paraît être un gros travail, mais donc en tout cas, c'est quoi nos objectifs et nos priorités. Donc ça, c'est le contenu, qu'est-ce qu'on fait ensemble. C'est déjà se mettre d'accord sur ça, déjà un gros travail. Et puis alors après, on a travaillé sur justement la répartition des rôles, les modes de communication, la matrice. Enfin, alors, il y a plein d'outils, c'est parce que je ne veux pas arriver avec trop d'outils, sinon en 35 minutes, c'est un peu compliqué de... Enfin, je ne veux pas donner trop de contenu non plus, mais de redéfinition concrète des rôles, jusqu'où s'arrête ma responsabilité et jusqu'où va la tienne. Et puis, on a mis tout un élément de convivialité et de construction de la confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des audits, par exemple, de conflits, de tensions, de burn-out, etc., dans 80% des cas, c'est un problème de cadre, c'est-à-dire on ne sait pas en fait, les rôles et responsabilités. Est-ce que ça, c'est bien clair? Jusqu'où je peux aller en termes d'initiative? Qu'est-ce qui est attendu de moi? Voilà, ça, c'est vraiment 80% des cas. C'est ça qui va améliorer l'ambiance et le travail en équipe. Donc, le cadre, c'est ça. Et j'avais la question de Cédric qui dit comment donner une direction sans être directif. Fatalement, le fait d'être derrière un écran, il n'y a pas la chaleur humaine, il n'y a pas le sourire, il n'y a pas les respirations, il n'y a pas le calme ou l'ambiance, on va dire ça comme ça. Donc la question de voilà, comment on peut recadrer quelqu'un, ou comment on peut donner une direction, un avis, sans que ça fasse voilà, je suis la télévision et je vous parle. D'abord, je ne sais pas s'il ne faut pas être directif. Ça, c'est la première question, parce que parfois, c'est peut-être ça aussi la crainte. Quand je disais beaucoup ne le disent pas, peut-être parce qu'il y a peut-être une confusion. On parle maintenant beaucoup, quand on parle de management, de coaching, de bienveillance, etc. Et en fait, parfois, on croit que la bienveillance passe par forcément l'écoute. Ça passe par l'écoute, hein, ça, je ne dis pas le contraire, mais parfois, en fait, le fait de ne pas être directif devient malveillant.
C'est-à-dire que je vois des équipes dans lesquelles il n'y a pas assez de directivité. Et donc, chacun essaye de faire un peu comme il veut. Et du coup, il y a beaucoup de non-dits. C'est pour ça que je disais dans les différents conseils, soyez ambitieux et clairs sur vos attentes. Ça peut être un préalable d'être directif et d'affirmer, voilà, moi, mes attentes, c'est ça. Après, on peut aussi basculer, il y a deux postures. Il y a la posture assertive et il y a la posture de coaching. La posture assertive, c'est, voilà, je te donne mon avis, sans t'écraser, ce n'est pas mon petit boy à qui je vais, que je ne respecte pas, voilà, mais j'ai mon point de vue, moi, de responsable d'équipe, de manager, j'ai aussi des contraintes, des obligations, des objectifs, que sais-je. Donc, j'affirme, je me mets en posture d'assertivité. Et puis, en coaching, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que toi, tu voudrais? Et comment tu te sens? Et de quoi tu as besoin? Et en fait, l'idée, c'est d'essayer un maximum d'associer les deux. Et c'est ça qui va donner de l'équité, d'ailleurs. C'est de chercher à affirmer votre contexte, vos objectifs, vos besoins à vous, d'essayer d'intégrer les besoins de l'autre dans ce cadre. Donc, ça veut dire parfois être très directif et non, ça, si la personne me dit, moi, ce que je voudrais, c'est finir tous les jours à midi et recommencer tous les jours à 22h quand les enfants, ou à 20h quand les enfants sont au lit. Ah non, parce qu'on reçoit les clients de 8h à 16h, ça, c'est pas possible. Donc, je dois pouvoir dire non, quoi. Donc, je sais pas, évidemment, Cédric, c'était ça que tu, derrière ta question, mais je pense que, voilà, parfois, c'est la peur d'être directif qui va faire de ne pas, qui va faire que, ce qui va amener de la confusion, en fait, et des tensions. Alors, il y a plein de questions qui partent dans plusieurs directions. Je ne sais pas si tu en as repéré une, Fred. Mais peut-être celle de Dany. Comment augmenter la confiance ou ne pas la perdre à distance? 3 petits points. Confiance égale compétence fois fiabilité fois intimité. Et la distance diminue l'intimité, dit-il. Moi, je dirais plutôt que la distance augmente l'intimité. Alors là, j'imagine que tu parles 2 à 2. Enfin, non, pas forcément. Oui, je pense que c'est probablement ça. La distance diminue l'intimité, c'est ce côté one-to-one qui se perd et qui est moins chaleureux. Bon, alors, il y a beaucoup de managers qui ont fait pendant le premier confinement des one-to-one dans les bois. Alors, il y en a qui ne supportent plus d'aller dans les bois, hein, parce qu'on a tous fait ça beaucoup pendant les confinements. Mais en tout cas, marcher, quand on n'habite pas trop loin, et en général, ça c'est autorisé. Ça vaut peut-être la peine parfois d'investir 1 heure de marche parce que voilà, ça permet de recréer cette intimité, d'être dans l'informel. Ce qui est compliqué à distance, c'est qu'on est on doit beaucoup formaliser en fait. Il faut formaliser les rendez-vous où on se parle, il faut formaliser la discussion au-delà de l'écran. Et donc, voilà, pour ceux qui détestent vraiment ça, parfois c'est possible de se voir en direct. Maintenant, il y a pas mal en équipe aussi, il y a pas mal d'outils qui permettent, ça c'est peut-être une formation qui peut être intéressante à faire ou des petites recherches sur Internet. Il y a des outils collaboratifs. En fait, moi au début, je ne voulais pas donner de formation en ligne parce que je disais, mais ce n'est pas mon métier. Moi, j'aime les gens, moi. J'ai besoin de voir les gens. Et je me suis rendu compte que c'était un manque d'outils. Et à un moment donné, quand mon franc est tombé, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas d'avance. Comme on dit chez moi, c'est comme ça, il va falloir le faire. J'ai acheté un bouquin, Comment animer à distance, qui m'a donné quelques trucs. Et en fait, ma motivation et le lien que j'ai pu créer avec les gens est venu de ma compétence aussi, de ma capacité à utiliser des outils de collaboration en ligne, des outils d'interactivité. Comment est-ce qu'on fait des brises-glaces? Il y a parfois des bêtes trucs, des managers qui systématiquement font un tour de table brise-glace avant de commencer leur réunion. Du style, je ne sais pas moi, présentez-vous avec votre trousseau de clés, qu'est-ce que vous avez, présentez-nous un cocktail que vous aimez bien. Ça paraît peut-être aussi un petit peu bateau, mais ça permet de se relier les uns aux autres. En fait, tout à l'heure, je disais, il y avait 3 choses. Il y avait le contenu de ce qu'on fait, l'organisation et l'aspect humain. En fait, c'est 3 C. Je peux noter dans la conversation 3 C qu'on peut retenir et qui sont intéressants pour démarrer une réunion. C'est le C du contrat, qu'est-ce qu'on fait ensemble.
le C du cadre, comment ça va se passer, et le C du contact, comment est-ce qu'on peut se relier les uns aux autres. Et en fait, c'est aussi la base de l'escalier, c'est s'assurer qu'on est en ligne sur les objectifs, ça c'est le contrat, le contenu, s'assurer qu'on est en accord sur la manière dont on travaille ensemble, c'est-à-dire sur, encore une fois, les rôles et responsabilités, bien souvent, les modes de communication aussi, quand est-ce qu'on doit faire un reporting à son manager, et aussi bien de faire ça avec sens, quoi, avec bon sens, surtout éviter ce qu'on appelle le micromanagement, qui est vraiment de contrôler tout le temps, d'être plus sur le timesheet que sur le sens du travail, quoi. Donc, le contrat, le cadre et le contact, c'est comment est-ce que je peux essayer de créer ce lien et en fait, faire des petits jeux. Je ne sais pas si vous utilisez ça ou pas du tout, mais c'est des choses qui ne prennent pas énormément de temps et qui permettent de se relier, quoi. Delphine nous disait qu'elle avait fait ça, des quiz, des caméras café, entre guillemets, sur base volontaire. Ici, à l'aube d'une troisième, on va dire, troisième vague de télétravail, s'il y avait, on a connu la première où on était tous les uns enfermés avec quasi peur de sortir. Puis, ça a été un peu hybride, hein, comme le titre du webinaire d'aujourd'hui, où d'aucuns pouvaient sortir, d'autres pouvaient rester, devaient rester chez eux. À l'aube d'une troisième vague qu'on annonce comme étant la majorité des gens vont rester 3 jours chez eux. S'il y avait un conseil que tu ressortirais, ou le conseil avec lequel on repartirait tous, ce serait lequel? Pour la prochaine vague? Ah, Tu veux dire pour le prochain en termes de télétravail? management, s'il y avait un conseil à donner par rapport au télétravail, ce genre de choses. Bah, je dirais, je reviendrai à la gestion du temps. Parce que, encore une fois, je ne vais pas vous donner une recette miracle qui va fonctionner dans toutes vos équipes. Je vois Cédric qui dit « mon problème, c'est vraiment l'humain ». Quelqu'un d'autre était sur l'histoire de la confiance, de l'intimité. Voilà, chaque situation va être différente, donc il n'y aura pas un conseil. Par contre, en gestion du temps, ça, je sais que c'est universel et que le premier frein, ça va être « ah, mais je n'ai pas le temps » ou tout ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, le premier, c'est de travailler votre gestion du temps et de donner la priorité aux priorités, c'est-à-dire de faire ces 3 temps réguliers dans votre agenda. Et en fait, régulier, c'est vraiment aussi dédicacer du temps. En fait, le temps qu'on va consacrer à quelque chose, c'est l'énergie qu'on va accepter d'y mettre. Et donc, quand je fixe des temps systématiques dans mon agenda avec moi-même pour prendre du recul sur mon projet et fixer des objectifs et avancer, OK, mon projet, c'est ça, où est-ce que j'en suis, c'est quoi la prochaine étape? Ça ne prend pas 3 heures, ça peut être, parfois, c'est une demi-heure dans mon agenda le lundi matin. Mettre systématiquement un one-to-one par personne, je ne sais pas si c'est une fois par semaine ou plus ou moins, mettre systématiquement des réunions d'équipe, ça veut dire que vous dédicacez, vous formalisez le fait que vous dédicacez du temps à l'agenda. S'il y avait un conseil, pour moi, ce serait celui de la gestion du temps. Ce serait d'accorder du temps à ça. Et moi, c'était un slide que j'ai mis aussi dans la suite de la présentation, je dis que 1 vaut mieux que 0. Il vaut mieux faire économiser 1 euro par mois que 0 euro par mois. Il vaut mieux faire 5 squats par jour que 0. Il vaut mieux apprendre quelques mots d'une langue étrangère que 0. Et donc, il vaut mieux consacrer à un projet, par exemple, 30 minutes par jour que 0. Parce que souvent, dans l'agenda, on met ce qui est important, ce qui est urgent et pas important. En fait, on se laisse submerger par l'urgence et on ne met pas ce qui est important. Et donc, c'est, voilà, 1 vaut mieux que 0, c'est ne fût-ce qu'un petit temps dans l'agenda avec vous-même, avec chacun des membres de l'équipe et avec l'équipe, c'est mieux que rien du tout. Comme disait Delphine, comment dire, la forme a plus d'importance encore à distance que. On s'ennuie plus vite derrière une caméra et la perception n'est pas du tout la même. Cédric qui nous explique effectivement que l'humain est très important et quand ça se passe dans la real life, comme on dit, là, ça fonctionnait et que les réunions prévues, ça lourdait peut-être les gens chez lui.
Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à retravailler. Comme tu disais, ce bouquin d'animer à distance est très bien fait. Il donne toute une série de trucs et astuces qui sont un peu du cadre et qui Oui. méritent, il est disponible sur Amazon, il arrivera très vite chez vous. Il y a Oui, aussi et surtout le sens, quoi. Le sens. Pourquoi est-ce que je fais… Effectivement, c'est pas faire une réunion d'équipe pour faire une réunion d'équipe et c'est pas forcément 3 heures de réunion. Il faut savoir que le temps que j'ai parlé ici, c'est beaucoup, en fait. Le temps d'attention d'une personne, c'est maximum 10 minutes. 10 minutes. Et en fait, c'est encore pire à distance parce que directement, les gens, je ne sais pas si vous l'avez fait aujourd'hui pendant que je parlais, on va aller sur son WhatsApp, sur ses mails. Dès qu'il y a un petit pouls, là, là, notre attention, voilà, le marché de l'attention, c'est énorme. Et donc, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait de l'interactivité, il faut les faire réagir, il faut les rendre actifs, en fait. Au plus vous parlez, et au plus c'est vous qui êtes, entre guillemets, client de la réunion, c'est-à-dire c'est vous qui êtes demandeur, acteur. Et donc, pour que les gens ne s'ennuient pas en réunion, il faut les rendre actifs, quoi. Il faut leur donner un rôle, il faut utiliser des outils pour qu'ils bossent, en fait. Il faut bosser en réunion. Oui, le bouquin Animé à distance, il s'appelle Animé à distance, je l'ai là. Voilà. Il est très chouette. Voilà. Alors, Catherine, tu veux clôturer ça comment? Ce que j'avais envie de dire, en tout cas, oui, le petit feedback. Avant de donner le petit feedback, vous dire que aussi, si vous voulez des conseils sur la gestion du temps, ça, je ne sais pas vous donner comme ça, mais j'ai un petit guide aussi sur la gestion du temps avec quelques conseils. Donc ça, vous pouvez aussi m'envoyer un mail et ça, je vous l'enverrai. C'est un truc très pratico-pratique, quoi. Et le petit feedback, ce que je voulais vous demander, c'était dans la discussion de m'indiquer voilà, un chiffre avec votre évaluation sur ce webinaire. Alors, un chiffre, évidemment, ça ne dit pas tout, mais quand même, ça donne quelques indicateurs. Si vous avez trouvé ça super, de mettre un 8 comme l'infini. Et si vous avez trouvé ça moins bien, voilà, vous descendez jusqu'où vous voulez. Mais comme ça, voilà, ça me permet de prendre un petit peu la température et de voir comment vous avez apprécié ce moment. Vous rappelez que 1 vaut mieux que 0. Et donc, peut-être que, voilà, c'est vrai que je n'ai pas de baguette magique et que forcément, voilà, à un moment donné, c'est aussi sortir de sa zone de confort et se dire, allez, il faut avancer où il faut consacrer du temps à l'équipe. Et donc, un petit peu, c'est mieux que rien. Et donc, d'y aller petit à petit, un escalier, ça se construit étape par étape. C'est ce qu'il faut retenir. Et vous voyez aussi sur LinkedIn ici que je suis sur LinkedIn. Donc, si vous voulez vous connecter avec moi et me poser des questions via LinkedIn, c'est possible aussi. Si vous voulez une question plus précise, parce que c'est vrai qu'en webinaire comme ça, ce n'est pas toujours évident de répondre à vos questions spécifiques. Voilà. En tout cas, vous dire merci pour ce moment passé ensemble. Merci à toi. Et donc, merci à tous d'avoir participé à ce dernier webinaire de l'année 2021. Nous vous donnons rendez-vous en pleine forme en 2022. Catherine, merci pour le temps consacré. Et, avec plaisir. N'hésitez pas à suivre Catherine sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, pour en savoir plus ou poser vos différentes questions de manière individuelle. Ouais. À bientôt et belle journée à tous. Merci. Au revoir.